Bonsoir Christelle. Bonsoir Tom. Alors nous arrivons au CITREP numéro 129. Nous sommes le 23 février. Alors CITREP numéro 129, ça veut dire qu'on s'approche tout doucement des 150 CITREP qui clôtureront 3 années de CITREP au complet. Et c'est un peu désespérant parce que, et tu vas insister là-dessus lors de ton CITREP, juste après, pour dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui malheureusement entravent le comportement inique des ouais, criminels même, des soldats ukrainiens, puisque bon. des autorités ukrainiennes en général. Et c'est pas la France ni l'Allemagne qui manifestement ont l'intention de faire la différence sur ce sujet-là. Non, ni la France ni l'Allemagne qui sont pourtant garants des accords de Minsk, ni l'OSCE qui est aussi un des garants des accords de Minsk. Bon, je parlerai bien sûr pas du grand patron américain. Là, c'est une évidence. Pas entendre grand-chose. L'actualité est très chargée, y compris aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, en plus, ici, comme en Russie, c'est le jour du défenseur de la patrie. Donc c'est l'équivalent un peu du jour de l'homme. On a la journée de la femme le 8 mars. Le 23 février, c'est le jour des mecs, en tout cas, ceux qui portaient ou portent encore l'uniforme et défendre leur mère patrie. Cette semaine, on a eu un peu moins de bombardements et de munitions tirées que la semaine dernière, mais enfin, ça reste quand même plus élevé que les semaines précédentes, puisque du 16 au 22 février, l'armée ukrainienne a violé cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 151 reprises, donc on est un petit peu moins que la semaine dernière, mais enfin, c'est pas flamboyant non plus. Durant lesquels ils ont tiré 2 obus de chars d'assaut, donc je rappelle c'est du 125 mm, ça faisait un petit moment qu'on les avait plus vus, et 532 obus de mortier de 120 et 82 mm, donc moins que la semaine précédente. Si on rajoute tout le reste, véhicules de combat d'infanterie, lance-roquettes, lance-grenades, armes légères, etc., on arrive à un total de 1381 munitions, donc un petit tiers de moins que la semaine dernière. Ces tirs ont touché toujours un grand nombre de localités de la République. Il faut y rajouter 14 violations et 66 munitions, dont 5 obus d'artillerie de 122 mm et 52 obus de mortier de 120 et 82, donc tout va bien. Ça, c'est juste les dernières 24 heures. Tout va bien. Cette semaine, suite aux tirs d'hiver, entre les bombardements, les tirs sur les points de passage et autres, on a eu donc 3 civils blessés, 2 soldats tués et 29 habitations endommagées, sans parler de l'aqueduc qui passe vers Vassilievka. Plusieurs lignes électriques, transformateurs, etc. ont été endommagés. Ils ont de nouveau aussi tiré près de la station de pompage de Vassilievka pour pas changer. Voilà, ça c'est la joie de l'armée ukrainienne. C'est no comment, quoi. Enfin, c'est des criminels de guerre, quoi. Voilà. On a eu donc une actualité d'autant plus chargée aujourd'hui que aujourd'hui même à 14h, au point de passage de la ligne de front qui est située à Yelenovka, en République populaire de Donetsk, un minibus civil a sauté sur une mine installée dans la zone neutre entre les positions de l'armée ukrainienne donc et celles de la milice populaire de la RPD. D'après le seul survivant de l'accident, au retour, il y avait au départ 8 passagers plus le chauffeur, mais la plupart sont descendus au moment de franchir le point de passage pour prendre un autre bus. Il y en a qui sont bénis de Dieu, moi je te le dis. Ah oui, surtout quand tu vois les photos qu'on va mettre. Du reste du bus, il y a une photo aussi de la dame qui est morte sur place, qui est, je préviens, extrêmement difficile. Si vous ne supportez pas, évitez de regarder l'écran pendant une seconde ou deux. Donc c'est vrai que là, donc ils étaient 9 au total, il y avait plus que 3 personnes dans le bus qui sont passées, donc les 6 autres qui sont descendus, vous pouvez aller prier à l'église et remercier Dieu parce que là, vous avez eu une chance folle. Même la personne qui est blessée. Et celui qui a survécu et qui est juste blessé, alors lui encore plus, quand vous allez voir les photos du véhicule, on se demande comment c'est possible. Je veux dire, même Danil Bessonov, qui est donc le chef du service de presse de la milice populaire de l'RPD, a dit que le gars, il était né sous une bonne étoile, quand même, parce que là, c'est pas possible. En
Entre autres, donc parmi ces 2 passagers, le chauffeur, certains donc venaient de Snezhnoye, s'étaient rendus en Ukraine pour aller chercher leur retraite. Ce qui s'est passé, d'après les informations qu'on a pour l'instant, hein, mais ça évolue au fur et à mesure, c'est que le chauffeur du minibus serait déporté sur le côté pour doubler un autre véhicule ou contourner un autre véhicule, mais il aurait perdu le contrôle. Le véhicule aurait fini sa course sur le bas-côté où il a roulé sur une mine et explosé. Je rappelle que normalement il n'est pas censé y avoir de mine à cet endroit-là, donc petite question, c'est qu'est-ce qui a été installé là? Oh bah, bravo les Ukrainiens, hein. Enfin je veux dire, il faut pas aller bien loin hein, pour... Voilà. Le bilan initial faisait état d'un mort, donc une femme âgée qui était décédée sur le coup, et 2 blessés, mais finalement la deuxième personne qui était transportée à l'hôpital est morte. Donc on est arrivé à 2 morts et 1 blessé. Et il reste donc un 3e qui lui est toujours à l'hôpital de Dokuchaïevsk dans un état jugé modérément grave. Il a repris connaissance. Mais comme je dis, pour moi c'est un miracle. Hein. Ah oui, ah bah oui. Non, mais là... Le mec, il est vivant, je sais pas comment, est-ce qu'il était peut-être au fond du minibus et que c'est pour ça qu'il n'a pas été aussi sévèrement touché que les 2 autres. Le véhicule, il ressemble à un morceau de papier froissé qu'on balance à la poubelle. Hein. Ouais, on dirait un véhicule qui est sorti de du compresseur dans les décharges pour les voitures, tu sais. Oui, c'est ça. Et encore, quoi. C'est impressionnant. Ouais. Donc, ouais, c'est quand même... on se retrouve de nouveau avec un bilan au niveau des civils qui payent le prix des actions de tous ces groupes de sabotage reconnaissance ukrainien qui foutent des mines un peu partout, y compris dans la zone neutre, sur les bas-côtés de route. Enfin, je veux dire, les gens verront les photos. C'est un point de passage. Je veux dire, il n'y a pas à y avoir de mine à cet endroit-là. Point. Il y a un moment, ce serait peut-être bien quand même que l'OSCE gueule un petit peu plus. Oui, bah ça, on va voir que c'est pas près d'arriver apparemment. C'est pas près d'arriver, hein. Ils ont été, en tout cas, semble-t-il, la cible donc de 3 explosions qui ont retenti dans le centre de Donetsk le 18 février, hein, donc cette semaine, un peu avant 9h du matin. Oui, c'était présenté comme étant une attaque de drone. Hein. Finalement, ça n'est pas le cas. Non, c'est pas une attaque de drone, c'est trop loin de la ligne de front pour que des drones ukrainiens puissent arriver jusque-là, puisque ces explosions ont eu lieu tout près de plusieurs bâtiments administratifs du gouvernement, de la RPD, mais aussi de l'hôtel où résident les observateurs de l'OSCE. Donc d'après le Centre conjoint de contrôle et de coordination du cessez-le-feu qui s'est rendu sur place, ainsi que des observateurs de l'OSCE, alors petite remarque, il se trouve que nos bureaux sont pas loin, et je passe devant le parking de l'OSCE quand je vais travailler. Truc assez étrange, ce matin-là, il n'y avait plus une bagnole de l'OSCE sur le parking. Ah, tu ne serais pas en train d'insinuer qu'ils sont de mèche Écoute, je laisse nos auditeurs juger par eux-mêmes, mais c'est assez frappant, parce que d'habitude, il reste toujours quand même au moins 4-5 bagnoles. D'accord. Ils sont jamais tous en même temps sur le terrain. Surtout tôt le matin, comme ça, avant 9h. Ils étaient déjà au pastis, au banana café, peut-être non. Je sais pas. Mais c'est assez étrange, quand même. C'est assez étrange. Voilà, donc... D'accord. Petite parenthèse comme ça. Donc on en a eu 2 qui sont venus regarder les sites des cratères avec les experts scientifiques des forces de l'ordre de la RPD et les représentants de la RPD au sein du CCCC. Pour eux, donc pour le CCCC, il s'agirait de 3 engins explosifs artisanaux qui auraient été déposés là. Des fragments de détonateurs ont été retrouvés sur place. Ces explosions n'ont fait aucune victime ni dégâts importants, heureusement, malgré le fait qu'une des explosions ait lieu juste à côté d'une station de gaz, hein, donc c'est un endroit où il y a des compresseurs, etc., qui envoient le gaz vers les immeubles et surtout les stations de chauffage, hein, puisque comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, ici c'est du chauffage par eau chaude centralisée, donc on a des chaufferies pour chaque quartier qui sont alimentées souvent soit au gaz soit au charbon et qui chauffent l'eau pour toutes les maisons et les immeubles des environs.
Donc heureusement, donc cette station de gaz n'a été que légèrement touchée, elle a pu continuer à fonctionner de manière normale. Un immeuble d'habitation a subi quelques dégâts sur un de ses murs de façade et quelques vitres ont été soufflées. Ce qui semble indiquer que les observateurs de l'OSCE étaient la cible, c'est quand même la proximité des zones visées par rapport à l'hôtel où ils vivent. L'explosion la plus proche était à peine à 30-40 mètres. Ah oui. Ouais, la station de gaz là, qui était visée, elle est à quoi? Maximum 50 mètres. Allez, 50 mètres à vol d'oiseau de l'hôtel. Vraiment juste en face de leur fameux parking. Je pense pas que le but c'était de les tuer. Je pense que le but c'est de leur faire peur pour justifier l'envoi d'une mission armée de casque bleu dans le Donbass, le bon vieux rêve de Poroshenko. Poroshenko d'ailleurs, dont les déclarations montrent clairement que c'est pas prêt de se calmer. Puisque à la conférence de sécurité de Munich, quand même. Alors c'est ça qui est marrant, parce que la déclaration qu'il a fait est extrêmement choquante. J'ai pas vu un seul de nos médias français se faire le relais de cette déclaration. C'est quand même intéressant. Ils ont... Bah, s'il y avait besoin ils ont une ligne éditoriale très très sélective, parce que un truc comme ça aurait dû faire les gros titres, puisque Poroshenko a quand même déclaré que l'Ukraine ne cessera pas de bombarder le Donbass, parce qu'il a dit, je cite, si l'Ukraine cesse de tirer, alors il n'y aura plus d'Ukraine. Non, mais je veux dire, la cécité manifeste des médias occidentaux vis-à-vis de cette déclaration-là ne prouve pas qu'ils ne savent pas voir ce qui est visible. C'est de la complicité, c'est tout simplement de la complicité, parce que c'est flagrant. C'est flagrant. C'est-à-dire, une déclaration comme ça aurait dû faire les gros titres en mode l'Ukraine ne respectera jamais les accords de Kiev, de Minsk, tu vois. Enfin, je veux dire, je pense que c'est quand même très clair quand tu entends ça. Oui. Que si l'Ukraine cesse de tirer, alors il n'y aura plus d'Ukraine. Sans compter que la CPI aurait pu s'auto-saisir de cette affaire. Oui, non, mais c'est ça, quoi. Je veux dire, là, à un moment, je rappelle que ces accords ont quand même été validés par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Ça serait quand même peut-être bien qu'à un moment, certains de nos journaleux, pour pas dire un autre terme autrement plus péjoratif, enlèvent la merde qu'ils ont dans les yeux, celle qu'ils ont dans les oreilles, et qui se mettent à faire leur boulot. Sinon, je pense que je vais proposer qu'eux aussi, on leur fasse une petite promotion pour l'ordre de Judas, là, qu'on avait proposé pour Poroshenko, parce que c'est de la trahison à l'état pur de la charte de Munich, justement. Voilà. Puis pour ceux qui savent pas ce que c'est, comme j'ai pu voir que certains des collègues ont même pas l'air de se souvenir que normalement ils sont censés avoir eu des cours sur la charte de Munich en école de journalisme. Voilà, vous irez voir sur Wikipédia ce que c'est. C'est bien à Munich qu'il a fait cette déclaration, justement. Justement, ça roule parfaitement. Donc nos auditeurs ont parfaitement entendu. Le président ukrainien a admis publiquement que son armée viole les accords de Minsk, que Kiev a pourtant signé, parce que si la guerre s'arrête, alors le pays disparaîtra. Je rappelle que c'est ce que je dis depuis un bon moment. Ça confirme que donc de 1, l'armée ukrainienne continue de bombarder, que donc elle viole les accords de Minsk, que au lieu d'aller hurler que la Russie devrait appliquer les accords de Minsk, j'aimerais bien que Paris, Berlin et toute la bande de trous du cul occidentaux ferait quand même bien de se saisir de cette déclaration-là et de faire un petit rappel à Poroshenko quand même à ce sujet. C'est une reconnaissance explicite que l'armée ukrainienne commet des crimes de guerre. Crimes de guerre. Et puis surtout, ça confirme ce que je dis depuis des mois, puis je suis pas la seule, on est un petit paquet d'analystes quand même à le dire, à savoir que le régime de Kiev actuel ne tient debout que grâce à la guerre, et que le pays est au bord de l'implosion, voire de la disparition pure et simple, parce que quand le mec te dit si on arrête de tirer, le pays disparaît. Oui, c'est une reconnaissance claire et nette que sans la guerre... Ils sont dans la merde. Sans la guerre, ils sont dans la merde. Et puis ça montre que l'Ukraine bénéficie d'une superbe complaisance coupable de l'Occident, qui ferme tant les yeux sur les crimes de guerre que sur les aveux publics de ces mêmes crimes. Mais je crois même qu'on peut dire que c'est de la complicité, ou même de la collusion, puisque une telle déclaration... parce que Poroshenko ne prendrait pas le risque de déclarer aussi clairement les choses. Non, s'il n'était pas sûr que... il pourrait déclarer, comme a dit Poutine, il pourrait déclarer qu'il bouffe des bébés au petit déjeuner, on leur trouverait des excuses. Ouais, c'est ça. Alors, on te dirait au monde, oui, mais ils ont faim, tu vois. Enfin, je veux dire,
Mais il faut arrêter les conneries, là. Le mec te dit ouvertement, oui, on bombarde le Donbass parce que sinon notre pays cessera d'exister. Mais allô? Allô? Oui. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Est-ce qu'il y a encore un pilote dans l'avion? Mais non, c'est une petite blague, vous allez comprendre après pourquoi. Oui. Puis en plus, ce qui est plus magnifique quand même, c'est que cette complicité avec des crimes de guerre va pouvoir se poursuivre joyeusement, puisque ces crimes de guerre sont encouragés par le fait que le commandement ukrainien donne des médailles aux soldats qui tirent délibérément sur les civils. Ainsi, le commandant en chef de l'opération des forces interarmées dans le Donbass, le fameux Naïev, a décoré pour mérite exceptionnel, je cite, je vais vomir, les soldats de la 93e brigade, ça vous rappelle un petit truc, pour la précision de leur tir de missiles anti-chars. Ah oui. Qui, je le rappelle, ont été faits contre des véhicules et des infrastructures civiles, puisque je rappelle que cette bande de salopards sont quand même responsables des tirs sur un camion et 2 voitures de la société ou du Donbass en janvier 2019, donc ils ont blessé quand même 3 employés. Sur le camion Belas d'une usine de Dokuchaïevsk en août 2018 où ils ont tué le chauffeur, de 2 ambulances en janvier et août 2018 tuant 7 soldats. C'est vrai que c'est une prouesse extraordinaire de tirer de manière aussi précise sur des civils désarmés, des ambulances, des camions, et de commettre ainsi ouvertement des crimes de guerre. Ça valait bien une petite médaille pour récompenser ces hauts faits d'armes. Je vais vraiment gerber. J'ai oublié de prendre un sac pour vomir. Non, franchement... Il faut s'accrocher, c'est clair. Ouais. Pour pas vomir, faut s'accrocher. Oui, puis comme ils sont encouragés par le silence des Occidentaux, ils continuent. Résultat, hier, le 22 février, à 11h55, l'armée ukrainienne a ouvert le feu aux lance-grenades sur les véhicules des représentants de la RPD au sein du CCCC, alors qu'ils devaient rencontrer le nouveau chef adjoint de la mission de l'OSCE à la station d'épuration de Donetsk. Rencontre et visite de la périphérie Gassino-Vataya qui était prévue depuis un bon moment, c'est-à-dire qu'ils font pas ça au débeauté. Donc l'Ukraine était au courant, puisqu'elle a dû donner des garanties de sécurité, qu'elle n'a pas été foutue de respecter. Oui. Contrairement à la RPD, qui elle a respecté le cessez-le-feu. Et encore, c'est un euphémisme. Enfin, je veux dire, c'est une douceur que tu viens de faire là, parce que ne pas respecter, alors qu'en fait, ils l'ont violé, le cessez-le-feu. Ils l'ont violé. Ouais. En tout cas, le véhicule du CCCC a été touché par une grenade GP25 alors qu'il se trouvait sur l'autoroute N20 et se dirigeait vers la station d'épuration, qui, je rappelle, est située près de Yassino-Vataya. Au moment des tirs, les véhicules de l'OSCE se trouvaient déjà à l'entrée de la station d'épuration. Ces tirs n'ont heureusement fait aucune victime. La rencontre a pu avoir lieu donc entre les représentants de l'RPD au sein du CCCC et Mark Etherington, donc le chef adjoint de la mission de l'OSCE dans le Donbass, ainsi que l'ambassadeur Marcel Pechko, chef du centre de prévention des conflits de l'OSCE. Alors, un truc assez fascinant quand même, c'est que l'OSCE n'a fait aucune déclaration publique, pas d'opprobre, ni sur leur site, pas de petits scandales sur leur mur Facebook. C'est vrai que ça ferait tâche d'admettre que l'attrait est démocratique. Oui, je mets des gros guillemets. Ukraine post-Maïdan n'est pas foutu de respecter un cessez-le-feu pour qu'un officiel de l'OSCE puisse venir constater ce qui se passe sur le front. C'est vrai que dénoncer tout ça publiquement, ça obligerait l'Occident à avouer la véritable nature du régime ukrainien post-Maïdan, c'est-à-dire un régime fasciste basé sur des groupes néo-nazis. Voilà. Entre ce que l'OSCE cache et les informations erronées qu'elle publie, et ça je vais revenir dessus après, décidément, cette mission d'observation ouvertement pro-occidentale et donc pro-Kiev montre chaque jour que c'est pas en faisant venir leur équivalent armé, à savoir la fameuse opération de casque bleu, que Poroshenko veut faire venir pour occuper le Donbass à la place de l'armée ukrainienne qui est pas foutu de le faire, que ça va s'arranger. Je pense que ça serait bien de revoir et les méthodes de travail et les méthodes de recrutement, surtout, de ces missions, parce que, à part jeter le pognon par les fenêtres, je vois pas à quoi ils servent. Très sincèrement. Si de temps en temps ils arrivent à nous bricoler un cessez-le-feu pour réparer un truc ou deux, surtout quand ils peuvent plus prendre de douche. Oui. Mais à part ça quand même c'est assez gravissime. On le voit d'ailleurs dans le fait que depuis que la campagne électorale a commencé en Ukraine et que les bataillons néo-nazis ont été renvoyés sur le front, la situation dans le Donbass s'est sérieusement aggravée en termes de bombardements, surtout sur les zones résidentielles et les infrastructures civiles. On a quasiment plus une journée sans destruction dans un coin ou dans un autre. C'est d'ailleurs ce qu'a déclaré Denis Pouchiline lors d'une conférence de presse.
Il a dit, je cite, « Aujourd'hui, la crise politique interne qui s'est développée en Ukraine et qui est associée aux prochaines élections affecte directement la situation dans le Donbass. À la veille de l'élection présidentielle, l'armée ukrainienne sur ordre de Poroshenko a intensifié ses bombardements des villes et villages du Donbass situés sur la ligne de contact. Les autorités de Kiev tentent de distraire les électeurs des problèmes internes, de l'effondrement économique, des échecs de la politique étrangère et de rejeter la responsabilité de toutes leurs erreurs sur nous et sur la Fédération de Russie. » Je pense que c'est un très bon résumé. Il a aussi alerté sur la situation des hommes politiques ukrainiens qui se trouvent dans l'opposition. Il a dit, je cite, que les forces politiques saines qui existent toujours en Ukraine et qui tentent de promouvoir une politique de règlement pacifique du conflit sont soumises à la répression et la violence physique manifeste des services spéciaux ukrainiens et des ultranationalistes. L'objectif principal de Poroshenko est d'empêcher l'élection des partisans de la paix en Ukraine et d'ignorer les accords de Minsk. Les hommes politiques et les personnalités publiques qui appellent ouvertement le pouvoir du Maïdan à établir un dialogue pacifique avec la République sont détruits. Ça rejoint des informations qui ont été publiées par le MGB de la RPD à propos justement d'un des politiciens qui est le plus connu, qui est Viktor Medvedchuk, parmi l'opposition, puisqu'en plus d'être poursuivi en justice, je rappelle, pour avoir appelé à appliquer les accords de Minsk. C'est quand même grandiose. On avait parlé du fait qu'il avait reçu de nombreuses menaces de mort qui l'avaient obligé à renforcer sa sécurité. Ces mesures semblent plus que nécessaires au vu des informations qui ont été publiées par le MGB de Donetsk, puisque d'après leurs informations, les services secrets ukrainiens se préparent à assassiner Viktor Medvedchuk ainsi que d'autres politiciens de l'opposition. Ce sont les services de renseignement militaire ukrainiens qui dirigent cette opération, mais le SBU et les groupes ultranationalistes, on peut appeler ça carrément des néo-nazis, font aussi partie du plan. Voilà. Le SBU, lui, est chargé de suivre les cibles pour établir leurs heures et lieux de déplacement, et les groupes néo-nazis, eux, porteront le chapeau de ces assassinats. Eux, ça les gêne pas. Enfin, en vrai, les groupes de liquidateurs appartiennent en réalité au 8e régiment d'opérations spéciales, toujours lui, qui est basé à Khmelnytsky, et ces groupes de liquidateurs sont formés par des spécialistes du renseignement américain. Ah, comme c'est bizarre, on ne s'en serait pas douté. Ah bah non. On ne pouvait pas s'en douter. Non, du tout. Médiatiquement, donc les groupes néo-nazis comme C14 et Secteur Droit sont en train d'accuser quotidiennement Viktor Medvedchuk de trahison envers l'Ukraine et de propager les opinions pro-russes pour façonner de lui une image de traître avant son élimination physique. La même méthode que celle qui avait été utilisée contre d'autres qui ont été assassinés dans ces dernières années en Ukraine comme Oles Bouzina, Pavel Cheremet et Dmitri Voronenkov. Il semble que les autorités ukrainiennes ont peur de la paix plus que tout, voir la petite déclaration de Poroshenko à Munich. Voilà pourquoi, en plus d'essayer de relancer le conflit dans le Donbass, ils sont en train de se préparer à tenter une nouvelle provocation contre la Russie dans le détroit de Kerch avec l'aide de l'OTAN. C'est ce qu'a déclaré Lavrov, Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, qui a signalé donc que Kiev prépare un nouveau passage en violation des règles du détroit de Kerch, donc sans demande préalable, sans appliquer les mesures de sécurité, sans pilote, et en plus ils sont en train d'inviter les pays de l'OTAN à envoyer leurs représentants sur ces navires, histoire de mêler l'OTAN à tout ce schmilblick. Alors, pour ceux qui croient que c'est une bonne idée et que l'OTAN a ses chances, je vous encourage à aller lire la traduction d'une analyse de Dmitri Orlov que j'ai faite à propos de la rupture du traité FNI. C'est le truc le plus stupide que l'OTAN pourrait faire. C'est ce qui s'appellerait un suicide collectif. Ouais. Voilà. Parce que là, ceux-là, ils feraient comme les marins de la première tournée, ils iraient dormir en prison. Ouais. Par contre, dans les pays de l'OTAN, et entre autres les capitales des pays de l'OTAN, il n'y aura plus de problème de parking. Je pense que je me suis bien fait comprendre. Ouais. Et si tu me permets une parenthèse quand même, pour revenir un petit peu en arrière par rapport aux élections en Ukraine, la préparation des élections en Ukraine, il faut citer quand même que le CITREP, ton CITREP, a été instrumentalisé par un média qui appartient à l'oligarque Igor Kolomoïski. Igor Kolomoïski, qui a traduit un de mes articles à propos de ce qui se passe pour l'utiliser contre Poroshenko. C'est ça.
Donc la petite guéguerre des oligarques bat son plein et on peut voir que ils regardent ce qu'on fait, ils regardent ce qu'on fait, hein. Ils regardent ce qu'on fait, donc c'est assez c'est assez 125, hein. Je crois, ouais, c'était ça. Il y a quelques semaines en arrière, Citrep, il y a quelques semaines en arrière, qu'ils ont cité, hein, donc celui qui a été publié sur Agoravox TV. Donc voilà, donc on voit que l'ennemi regarde ce que je fais et il l'utilise quand ça les sert, puisque Kolomoïski s'oppose à Poroshenko. Donc c'est assez rigolo. Ça m'a bien fait rire ce truc-là. Voilà. En tout cas, puisqu'on parlait de l'OSCE, ils vont monopoliser un petit peu l'attention cette semaine, je suis désolée. Le 18 février, les forces armées de la RPL ont annoncé que l'armée ukrainienne avait provoqué la perte d'un drone de la mission de surveillance de l'OSCE près de Chervono-Gvarditskaye. C'est un drone de type camcopter S-100 qui avait été déployé à partir du territoire de la RPL. Le vol de ce drone était prévu et connu comme la fameuse visite près de la station d'épuration de toutes les parties du CCCC, dont la partie ukrainienne. À 14h55, la mission de surveillance de l'OSCE a prévenu le CCCC qu'elle avait perdu le contrôle du drone. La RPL a envoyé ses soldats sur la zone où le signal avait été perdu et 1 heure après la perte de contact, les restes du drone ont été retrouvés en train de brûler. Et donc ils ont éteint l'incendie, bouclé la zone jusqu'à l'arrivée du CCCC et de l'OSCE. D'après Andrei Marochko, porte-parole de la milice populaire de l'RPL, l'Ukraine utilise des systèmes de guerre électroniques pour perturber le signal des drones de l'OSCE et les empêcher ainsi de voir la présence d'armes lourdes interdites par les accords de Minsk sur la zone du front contrôlée par l'armée ukrainienne. Ces systèmes ont perturbé le signal au point de faire tomber le drone qui a pris feu après s'être écrasé au sol. Les fragments du drone ont été remis aux observateurs de l'OSCE et la milice populaire de l'RPL a promis d'enquêter pour établir toutes les circonstances de cet incident. Mais ce serait surtout bien que Paris et Berlin se réveillent pour faire cesser ces méthodes. Je vais vous expliquer pourquoi, si vous pensez que ça vous concerne pas, parce qu'avec un prix d'environ 400 000 $ la pièce, ça fait cher la perte d'un drone quand même. Ouais. Le budget de la mission de surveillance de l'OSCE, elle va flamber. Puis c'est pas Kiev qui va payer, il faut pas se leurrer. C'est les pays membres de l'OSCE, dont les pays européens. Je vous rappelle que la France, l'Allemagne, tout ça font partie de cette organisation. C'est eux qui vont devoir rembourser leurs pertes. Ouais. Ils vont rembourser ça comment ? Avec vos impôts. Ah ouais. Voilà. Donc je vous laisse imaginer si ce genre d'incident se reproduit un petit peu trop fréquemment. Je pense que la somme va vite atteindre une somme à 7 chiffres. Le tout pour cacher des violations des accords de Minsk dont les garants occidentaux se foutent comme de leur première pampers. Je trouve ça fait cher. Ça, c'est prohibitif même. Voilà, vous pouvez vous abstenir, ça sert à rien. Voilà. Mais si vous voulez savoir où partent vos impôts, voilà, vous avez 400 000 $ qui vont partir dans le remplacement d'un drone. Voilà. Pour aller observer des violations des accords de Minsk dont tout le monde se fout en Occident. Magnifique. Alors l'OSCE cette semaine, pourquoi ils sont au cœur de tout ? Parce qu'ils nous en ont fait une belle. Ils nous en ont fait une magnifique. Celle-là, ça mérite un award spécial. Ah, c'est la cerise sur le gâteau, hein. C'est la cerise sur le gâteau, là. Ouais. C'est dommage qu'il soit pas journaliste et qu'il puisse pas être nominé pour les Bobards d'Or. Ah bah là, il remporterait haut la main. Hein. Ouais. Parce que le 17 février 2019, l'OSCE a publié dans son petit rapport quotidien que ses observateurs avaient vu ce qui semblait être un avion militaire russe dans le ciel de l'RPD le 15 février. Alors on s'est tous dit, merde, est-ce que l'OSCE aurait enfin apporté la preuve ultime de la présence de l'armée russe dans le Donbass ? Donc je vais vous traduire le truc, c'est un peu long, je suis désolée. Donc dans leur rapport, ils ont écrit, le 15 février à 10h, alors qu'elle se trouvait à la périphérie sud-ouest de Starobesheva, zone non contrôlée par le gouvernement à 32 km au sud-est de Donetsk, la MSS a vu un objet volant au sud-est de sa position voler du sud-ouest au nord-est. D'après des images prises à la main, la MSS l'a évalué comme un quadrimoteur à turbopropulseur, probablement un Tupolev Tu-95 ou Tu-142.
de 10h50 à 11h10 dans une zone située au nord-ouest de Lyubivka, anciennement Leninskié, zone non contrôlée par le gouvernement à 43 km au sud-est de Donetsk. La MSS a vu un avion, probablement un Tupolev Tu-95 ou Tu-142, voler du nord au sud et inversement. Alors, cette information est un petit peu un choc parce que ça semblait un petit peu invraisemblable. Si une telle chose se produisait, on s'est tous dit que l'armée ukrainienne allait hurler comme un putois. Oui, ça paraissait évident sur le coup. Rien. Quand l'OSCE publie son rapport, il y a eu 2 jours qui se sont écoulés, Kiev n'a rien moufté. Alors c'était carrément bizarre, parce que ça aurait été bien utile pour hurler à l'agression russe, fictive, qui existe que dans la tête des mecs à Kiev. Mais bon, ils ont quand même fini par l'ouvrir, après que ça a commencé à prendre de l'ampleur le 19 février. L'armée ukrainienne a finalement publié 2 communiqués sur ses pages Facebook pour dire que c'était de la merde. Ils s'accordent même pas entre eux. Le premier communiqué a été publié par le commandement de l'armée de l'air ukrainienne, qui a dit que sur Internet, certaines publications en ligne diffusent des informations indiquant que le 15 février 2019, dans l'espace aérien de l'Ukraine, dans la zone de l'opération des forces interarmées, un vol de type Tupolev 95 des forces aéroportées de la Fédération de Russie a été observé. Après vérification des informations ci-dessus, nous déclarons que ce n'est pas vrai. Les unités de défense aérienne de l'armée de l'air ukrainienne assurent quotidiennement leur mission de combat et protègent l'espace aérien de l'Ukraine et sont prêtes à réagir rapidement et à temps à toute agression aérienne. On mettra le petit screenshot du post Facebook pour que les gens puissent vérifier que je raconte pas des cracks. Ah bon, c'est clair que ce commentaire, ça sonnait un peu en mode « Bon les gars, c'est gentil d'essayer de prouver la réalité de la fausse agression russe contre notre pays, mais est-ce que vous pourriez éviter, s'il vous plaît, de nous faire passer pour des cons incapables de voir un aéronef ennemi et de défendre notre espace aérien ?» Parce que là, ça sonnait un petit peu comme ça quand même. Mais il faut quand même souligner une chose, c'est que la susceptibilité des militaires ukrainiens a peut-être sauvé, je dirais, la région d'une escalade gravissime. Non, mais c'était quand même grandiose, parce que là, dans le paragraphe que je vous ai cité, bon, il mentionne pas tel quel, mais dans en fait le titre, qui met des espèces de titres à chaque partie de leur rapport, il te mettait un avion de type militaire a été vu dans le ciel de la zone non contrôlée par le gouvernement. En fait, c'est à l'eau, quoi. Le délire, quoi, tu vois, la façon dont il présentait l'info, tu vois, enfin, je veux dire, c'était ça, quoi. Et ça avait été repris par plein de médias ukrainiens comme ça. En tout cas, il semble que le commentaire de l'armée de l'air n'a pas suffi, parce que 2 heures après, c'est le commandement général de la fameuse opération des forces interarmées qui a publié un commentaire officiel un peu plus complet. Donc là aussi, on mettra le screenshot, ainsi que les images radar qu'ils ont publiées pour prouver que l'avion n'était jamais rentré dans l'espace aérien de l'Ukraine ou de la RPD, selon le point de vue qu'on adopte. On remarquera d'ailleurs la qualité assez déplorable des images qui ont été imprimées, annotées à la main et photographiées ou scannées. Il y en a qui sont pas très droites. Et c'est écrit à la main dessus. Je crois que ce serait bien de lancer un petit crowdfunding en fait pour l'armée ukrainienne pour qu'ils puissent se payer un graphiste. Parce qu'en plus, on ne voit que la partie côtière. Oui. On voit pas très bien l'échelle. Même sans ça, c'est pitoyable. Enfin, je veux dire, il y a un truc qui s'appelle, bon, je sais bien que vous n'avez pas les moyens de vous payer des licences Photoshop, mais il y a l'équivalent gratuit qui s'appelle GIMP. Il y a moyen de faire un truc un peu plus propre quand même. Mais il faudrait pas qu'il y ait un développeur russe qui ait participé. Parce que peut-être que c'est pour ça qu'il y a non, mais ça, sincèrement, c'est pitoyable. Franchement, faire ça à la main, comme ça, c'est quoi ça? C'est l'armée du Zimbabwe ou quoi? Enfin, je veux dire, à un moment, il faut arrêter les conneries, quoi. Donc, je vais vous traduire le commentaire du commandement ukrainien sans la reprise du rapport de l'OSCE, parce qu'ils ont cité le rapport de l'OSCE au début. Et je vous épargne les saluts néo-nazis de la fin. Parce que je ne sais pas vomir sur mon clavier, vous êtes gentils. On a eu la dose déjà en début de site. Ouais, c'est ça. Donc ils ont dit le 15 février 2019, les unités des troupes du génie radio de l'OFI ont découvert une cible aérienne identifiée comme un avion anti-sous-marin de longue portée Tupolev 142 des forces armées de la Fédération de Russie à 9h56 dans la zone de l'aéroport de Taganrog. Cet avion a effectué un vol d'essai autour de l'aérodrome de Taganrog en se rapprochant de la frontière de l'Ukraine à une distance de 10 km. Sur le trajet, l'avion a été suivi par des stations radar et des troupes radiotechniques des forces interarmées. L'avion Tupolev 142 des forces armées
l'armée russe a quitté la zone proche de la frontière de l'Ukraine à 12h30 près de l'aéroport de Taganrog. L'avion en question n'a pas franchi la frontière ukrainienne et n'est pas entré dans l'espace aérien de l'Ukraine. Les unités de défense aérienne de l'armée ukrainienne sont constamment en état d'alerte et prêtes à accomplir leur devoir. Voilà, et on montrera les petites images radar fournies par l'Ukraine qui prouvent clairement que le Tupolev 142 n'est jamais entré dans le ciel de la RPD. La distance la plus proche était de 10 km. Donc même lorsque l'avion se trouvait au plus près des observateurs de l'OSCE, la distance entre l'avion et les observateurs était d'environ 30 km. Soit le double de la distance entre les observateurs et la frontière. Bon. Comment est-ce qu'ils ont réussi à nous balancer que l'avion survolait le territoire de la RPD ? Alors tu vois, je crois qu'il y a un internaute qui a la réponse, ce qui lui a fait dire d'ailleurs que le fameux Tu-142, Tupolev, était une nouvelle version qui s'appelait Belphégor, hein, c'est-à-dire que jusqu'à présent, il hantait les couloirs du musée du Louvre, et bien désormais, il hante le ciel du Donbass. Du Donbass, voilà. L'internaute se reconnaîtra bien entendu et on le remercie. Voilà. Non, mais là, parce que là, c'est pas possible. Soit ils ont effectivement trop picolé au banana café la veille. Oui. Ils ont dû mettre la dose, oui. Soit ils sont complètement incompétents, parce que faut être capable d'évaluer la distance de l'avion et de regarder une carte avant d'écrire des conneries pareilles. Ou alors ils ont délibérément menti, mais vous n'avez pas d'autre option. Soit ils ont picolé ou consommé de la drogue, soit ils sont complètement nuls, soit c'est des menteurs. Mais vous n'avez pas d'autre option. Hein. Enfin, moi, j'en vois pas personnellement. Moi, après, j'ai pas envie de creuser toutes les options possibles dans ce domaine-là, mais c'est les trois qui me viennent quand même à l'esprit tout de suite. Oui. Parce que là, quand même, c'est grave. Parce qu'accuser un avion russe de survoler le ciel de l'RPD, si c'était vrai, pour l'Ukraine et pour toute la communauté internationale autoproclamée, ça aurait signifié que la Russie aurait violé l'espace aérien ukrainien. Ça aurait été la preuve ultime de l'agression russe contre l'Ukraine et la justification parfaite pour une guerre. Heureusement que l'armée ukrainienne n'a pas supporté de devoir passer pour un tas de crétins incompétents, incapables de défendre leur espace aérien et préférer laver leur honneur plutôt que de sauter sur l'occasion. Parce que sans ça, je vous raconte pas le bordel. Je rappelle quand même que la mission de l'OSCE dans le Donbass a une mission quand même très importante, hein, qui exige des gens compétents et honnêtes. Et en tout cas d'avoir des gens qui ne jouent pas avec les informations qu'ils mettent dans leur rapport. Parce que je rappelle que c'est quand même utilisé comme une source d'information prétendument fiable. Enfin, d'après ce qu'on peut voir, l'information écrite dans leur rapport, c'est pas fiable du tout, c'est de la merde. Et d'ailleurs, je rappelle que c'est pas la première fois que ce genre de conneries arrive. Hein. Nos auditeurs s'en souviendront, c'est pas la première fois que je critique leur rapport, aussi bien sur la façon dont ils présentent l'information, soit sur l'information elle-même. Hein. Je veux dire... Je rappelle qu'en 5 ans, ils nous ont accumulé un bon paquet de boulettes. Au hasard, il y a 4 ans, quand ils ont confondu une jeune femme soldat de 24 ans avec un jeune garçon de 12-14 ans à un point de passage à Makeyevka. Décembre 2016, ils ont prétendu que les forces armées ukrainiennes avaient tiré sur des zones civiles de la périphérie de Donetsk avec des mortiers de 82 mm, alors qu'on avait des cratères énormes dans les jardins qui te montraient qu'ils avaient utilisé de l'artillerie de 122. Février 2017, ils ont vu des chars d'assaut ukrainiens au pied d'immeubles d'habitation à Avdiivka. Ils ont même papoté avec les soldats ukrainiens. Mais rien de tout ça n'apparaissait dans leur rapport, jusqu'au moment où les photos et vidéos des habitants ont fuité sur Internet et que là, ils ont dit « Ah bah oui, effectivement, on avait remarqué ces chars ». Oui. Pris la main dans le pot de confiture, est obligé quand même de les deux mains, là, carrément. Et puis je rappelle l'année dernière le coup du soldat de la RPD sous qui les aurait empêchés d'aller où ils voulaient et qui n'était pas sous du tout, qui était juste très fatigué parce qu'il avait fait une garde de nuit et qu'en plus il leur a sauvé la vie en leur évitant d'aller rouler justement sur une mine comme la voiture à Yelenovka. Voilà, donc bon... Je rappellerai pas toutes leurs incompétences parce que ça ferait une liste à l'après-vert, mais le dernier exemple en date avec cet avion militaire russe qui est jamais rentré dans le ciel de l'RPD, ça montre que les rapports de l'OSCE, ça vaut de la merde. Et que, très sincèrement, photos et vidéos devraient être exigées pour chaque accusation importante, du genre présence d'armes russes modernes dans le Donbass, parce qu'ils nous en ont sorti plusieurs fois, ces machins-là. Hein d'habitude, ils le font. Ils nous ont déjà sorti des photos quand ils ont détecté des pièces d'équipement ukrainiens ou de l'RPD ou de l'RPL près de la zone de front, hein, en violation des accords de Minsk. Alors je comprends pas pourquoi ils le font pas à chaque fois qu'ils prétendent qu'il y a des armes russes. Il n'y a jamais de photos, il n'y a jamais de vidéos. Hein. Je rappelle l'année... Ah non, mais c'est à chaque fois. L'année dernière, ils vont peut-être nous sortir. Oui, bah justement, ils vont peut-être un jour nous sortir qu'en fait ils ont plus de drones et qu'ils savent pas comment faire pour faire des photos.
Ouais, c'est ça. Parce que l'année dernière, ils ont prétendu que leur fameux drone à 400 000 $ avait vu des équipements de guerre électronique russes récents en RPL. Pas de photos, pas de vidéos. La semaine dernière, ils ont prétendu avoir vu un système de renseignement Radiotorn en RPD. De nouveau, ni photos, ni vidéos. Pourtant, ils ont un compte Facebook, c'est simple. Je pense que... les exemples comme ça, on en a jamais tout le tour du ventre. Enfin, je veux dire, ils nous ont tout vu, quoi. Tu les écoutes, t'as la moitié de l'armement de la Fédération de Russie ici, et il n'y a jamais la moindre preuve factuelle. C'est génial. En tout cas, après le conte de fées sur l'avion fantôme russe dans le ciel des RPD qui a été démystifié par nul autre que l'armée ukrainienne elle-même, je pense que les affirmations de la mission de l'OSCE ne peuvent plus être prises au sérieux sans preuve. Surtout en ce qui concerne la présence d'armes, d'avions ou d'autres équipements militaires russes dans le Donbass. Je pense que là, ils se sont discrédités définitivement. Je rappelle quand même que leur crédibilité, c'est le truc de base quand même pour que cette mission puisse accomplir ce qui est officiellement sa mission. Je dis bien officiellement, ce qui est ramener la paix dans le Donbass. Sans crédibilité, je vois pas comment ils vont faire, mais bon, c'est pas grave. C'est magnifique.